comprends pas ça, tu vas jamais aller nulle part en fait. Si t'as un toit, si tu manges tout le temps, si tu as des vêtements, t'es déjà dans le top 10% les plus riches au monde. Pour toi aujourd'hui, c'est autant de gens qui galèrent, c'est parce que Il y a ce moment dans la vie, quand tu commences à réussir, il y a un passage où tu vas être un peu seul. C'est très douloureux et radical parce que ça va te forcer à abandonner des rêves. Si tu veux vraiment faire de l'argent aujourd'hui, tu prends et tu mets sur... c'est incroyable, ça c'est incroyable. Ouais, celle-là elle est folle. Tous les gens qui ont réussi que je connais, ils ont un truc en commun. Salut Rassem, Salut. bienvenue dans ce 3e épisode de Business Class. Après avoir parlé de vente, après avoir parlé de création d'entreprise, les gens nous ont beaucoup demandé de revenir à la base. Alors on va parler de vérités fondamentales. On n'est pas dans le développement personnel, mais il y a des choses qu'il faut absolument savoir quand on se crée une entreprise. C'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais qui sont indispensables. On va voir ensemble le maximum de vérités importantes à connaître quand on se lance dans les affaires. Première phrase, l'importance de l'état d'esprit. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont un état d'esprit qu'on dit en français fixe. Et Figé. Ouais, figé, exactement. Et ceux qui vont avoir un état d'esprit beaucoup plus en croissance. Un exemple, c'est celui qui va avoir un état d'esprit très figé va te dire des vérités absolues, par exemple sur lui-même. Par exemple, il va te dire, moi je suis très mauvais en maths. Je suis pas bon en maths. Et dans sa tête, il sera jamais bon en maths, tu vois. Celui qui a un état d'esprit en croissance, c'est quelqu'un qui va dire je suis pas bon en maths jusqu'aujourd'hui. Et sous-entendu, si je m'y mets, je peux changer cette vérité-là, tu vois. Et ceux qui ont un état d'esprit figé ne peuvent pas vraiment réaliser beaucoup de choses dans la vie, tu vois, parce qu'ils vont avoir des vérités, des pensées limitantes qui vont vachement les limiter dans la vie. S'ils disent je suis pas bon en commercial, ils vont jamais oser créer une boîte parce qu'ils vont se dire il faut être commercial pour lancer une boîte. Moi, j'ai jamais été commercial, je sais pas faire. Ceux qui vont avoir un état d'esprit de croissance vont se dire pour faire du business, il faut savoir vendre. J'ai jamais été bon commercial, mais si je m'y mets, je vais certainement être meilleur et donc ça va pas me bloquer dans la création de ma boîte, tu vois. Donc si je résume bien, il faut avoir un état d'esprit ouvert, ne pas avoir peur d'être un peu nul en fait quand on se lance dans des choses, parce que je pense que derrière ça, il y a aussi cette idée d'avoir peur de l'échec, d'être nul au début, tu vois, parce que quand on commence une activité, souvent on est nul, et se dire qu'on peut vraiment progresser. Toi, dans ta vie personnelle ou dans ton aventure chez Legal Place, est-ce qu'il y a des sujets qui te faisaient peur et sur lesquels tu t'es lancé, tu t'es fait un peu violence, et aujourd'hui tu sens que tu as vachement progressé? Ou je sais par exemple que tu es un très bon pianiste. Écoute, il y a cette théorie des 10 000 heures. Je sais Oui, pas si bien sûr. tu la connais, c'est de dire que quand tu démarres de zéro dans n'importe quelle compétence, dans n'importe quel métier, à un moment donné, si tu passes 1000 heures dessus, tu es déjà mieux que 99% des gens qui font ça. Et si tu passes 10 000 heures dessus, tu es dans le top mondial. Et c'est une question d'heures de travail dessus, c'est pas forcément une question de j'ai été bon depuis ma naissance dans quelque chose, tu vois. Donc, C'est pas forcément du talent, c'est vraiment du ouais, travail. c'est exactement. Il y a une grosse partie de travail. Le talent peut peut-être accélérer un peu, mais il ne suffit pas, tu vois. Donc moi, par exemple, j'ai jamais été commercial de ma vie, j'ai jamais vraiment vendu de manière intense, mais j'ai dû me former à ça pour Legal Place, parce qu'il fallait que je comprenne, rien que pour recruter les bonnes personnes pour faire la vente un jour, tu dois comprendre un minimum c'est quoi la vente pour savoir quel directeur de vente tu vas choisir. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, donc tu dois un minimum avoir de... Donc c'est une question de nombre d'heures, tu vois. Pour pouvoir être très bon au piano, il n'y a pas de vrai secret, c'est des heures par jour d'entraînement jusqu'à ce que tu passes des caps et tu arrives à être dans le top 1%, tu vois. Donc il n'y a pas de vérité figée sur je suis bon ou pas bon dans une discipline. Si tu veux vraiment sortir de tes conditions et réaliser quelque chose de grand, te dépasser, te surpasser, il faut arriver à être beaucoup plus sur un état d'esprit de croissance, quoi. Ça me fait penser aussi à un deuxième concept qui est hyper important, là aussi dans la réussite, qui a été prouvé scientifiquement, celui de récompense différée. C'est un point important parce que les générations d'aujourd'hui s'attendent à une récompense immédiate parce que ils regardent des vidéos, ils pensent que le succès ça vient du jour au lendemain. Ah bon, pourquoi? Il y a des vidéos qui disent ça. Et donc c'est des générations qui ont perdu contact avec ce qu'on appelle la récompense différée parce qu'ils veulent, si la récompense n'est pas immédiate, ça les intéresse pas. Et il y a cette expérience qui est juste incroyable, qui à chaque fois que j'en parle
ça choque parce qu'elle est choquante, c'est que ils ont pris des enfants, je pense, qui avaient 5 ans ou quelque chose comme ça, donc très 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 jeunes, et ils leur ont donné un cookie ou un marshmallow selon l'expérience, et ils leur ont dit, si jamais tu n'y touches pas pendant 15 minutes, je vais sortir de cette pièce, et si tu touches pas à ça pendant 15 minutes, tu auras droit à un deuxième. Et donc, ils ont laissé les enfants. Donc, certains ont tout de suite pris le cookie, l'ont rangé sans aucune patience. D'autres ont réussi avec plein de mécanismes, en fermant les yeux pour essayer de l'ignorer, en chantant, etc., en tenue. Et ensuite, ils ont suivi ces gens-là jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans pour voir où ils sont dans leur vie. Et ce qui est frappant et parfois déprimant même, c'est que les enfants qui ont réussi à se retenir, 15 ans, 20 ans plus tard, ont tous été dans la réussite. C'est-à-dire qu'ils avaient un job. J'avais un job déjà, ils étaient stables, ils avaient une relation, certains ont déjà commencé à faire leur famille, etc. Et tous ceux qui étaient dans la récompense immédiate avaient des vies difficiles, tu vois. Et cette expérience a été faite et refaite partout dans le monde et a été validée à chaque fois. Ça veut pas dire que ça veut peut-être dire que tu sais déjà quand tu es enfant si tu vas réussir ou pas. C'est ça qui est Si tu vas déprimant. être C'est ça riche qui est ou pas. déprimant, ouais. Mais ça veut surtout dire que la récompense différée, elle est méga importante dans la vie aujourd'hui parce que il y a rien qui se construit du jour au lendemain. Et donc celui qui est impatient pour avoir la récompense ne pourra jamais avoir la persévérance pour arriver. Et celui qui tient, bah, l'année 2 ou l'année 5 ou l'année 7, il va récolter les fruits de ce qu'il fait, tu vois. Oui, la récompense différée, ce que ça dit, c'est qu'il faut se sacrifier pendant un moment avant d'espérer avoir un résultat et qu'il faut avoir cette force de caractère pour tenir. Et que ceux qui ont, ça veut dire surtout que ceux qui ont cette capacité à payer le prix au début et à attendre et être patient pour la récompense, c'est eux qui réussissent. Ceux qui ne sont pas capables de différer le... C'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens, ils se font des petites récompenses dans la journée en se disant, ok, si je fais du sport, alors je me permets ça, tu vois. Et parfois, c'est des récompenses très bêtes, en fait, tu vois. Mais la dernière fois, il y avait un pote qui disait que lui, pour faire du sport, il se disait que ma récompense, ça sera de prendre une douche. C'est très bête, tu vois. Mais comme c'est un moment agréable... Parce que ça veut dire que d'habitude, il prend pas de douche, il fait pas de sport. Non, ça veut dire que c'est son plaisir. Ouais. Ou sauna, ou quel que soit ce que tu veux. Mais c'est un plaisir, ça n'a pas besoin d'être hyper complexe, en fait, ou avancé ou cher. Mais du coup, il diffère ça pour se récompenser. Et ceux qui ont cette capacité-là sont ceux qui réussissent, en fait, aujourd'hui. Ces histoires des récompenses, ça me fait penser à un truc, c'est que pour avoir une récompense, il faut forcément avoir un objectif. Et justement, il y a une méthode très précise pour atteindre ces objectifs plus facilement, mais qui est justement aussi très douloureuse. En fait, la méthode de Warren Buffett, c'est la suivante. C'est que... Alors Warren Buffett, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas qui est Warren Buffett, si tu peux le resituer un peu? Donc Warren Buffett est peut-être l'investisseur le plus célèbre de tous les temps, qui est toujours vivant d'ailleurs, et qui a eu des performances en investissement qui sont historiques. Et il a cette méthode qu'il a inventée, qu'il a popularisée, qui dit que si tu veux avoir des objectifs dans la vie, tu dois prendre une feuille, un papier, tu vas écrire les 25 objectifs que tu veux réaliser dans ta vie. Ça peut être faire le tour du monde, ou ça peut être atteindre un certain niveau de richesse, réussir à avoir une maison d'un certain standing, etc. Avoir un business, être indépendant, tous ces objectifs-là qu'on peut avoir dans la vie. Avoir une famille, etc. Tu écris 25. C'est beaucoup, donc tu as la place pour mettre beaucoup de choses. Et ensuite, tu vas les classer un peu par importance. Et ce qui est radical dans cette méthode-là, c'est que tu vas garder que les 5 premières. Et tu vas ignorer toutes les autres, qui ne seront plus vraiment des objectifs dans ta vie. C'est très douloureux et radical parce que ça va te forcer à abandonner des rêves que tu as eus, mais qui sont peut-être pas dans les 5 premiers, mais qui sont 7e ou 8e. Mais ça va t'empêcher, ça va te forcer à ne pas les poursuivre et à ne pas poursuivre trop de choses et ne rien faire à la fin. Et donc l'autre versant, c'est que tu vas les abandonner, tu vas abandonner 20 des objectifs les plus importants de ta vie, mais s'il n'y a que ça qui marche, parce que ça doit te forcer à être très très concentré et focus sur la seule chose qui compte pour toi, les 5 seules choses qui comptent pour toi. Il va y avoir du perso, du pro, et donc tu vas avoir assez de temps, assez d'énergie pour pouvoir les réaliser, alors que si tu en gardes tout et que tu es à chaque fois en train d'hésiter entre les objectifs, c'est vrai que c'est la meilleure façon pour ne rien faire, tu vois. Donc c'est pour ce qu'on dit en français, choisir, c'est renoncer. C'est exactement ça, mais avec des vrais objectifs écrits. Et c'est ce qu'il dit, c'est que lui a fait ça. Et donc, il est passé à côté de beaucoup de choses, mais au moins, il a su ce qui était le plus important, il l'a fait, tu vois.
Et puis ça dit aussi que quand on atteint un objectif, on peut en réintégrer un autre de la liste en dessous après. Ouais. Ouais. Le chiffre 5, il est aussi très important dans la réussite. Si je te parle du chiffre 5 et de l'entourage. C'est une phrase très bateau que beaucoup de gens ont répétée aujourd'hui, ce qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes autour de toi. Mais je pense que ce qu'on oublie de rajouter à cette phrase, c'est que souvent, ou même ça se vérifie la plupart du temps, ta rémunération, tes revenus et ta fortune, c'est vraiment la moyenne des fortunes des 5 personnes autour de toi. C'est ça qui est vraiment fou. Ça, moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est ça qui est choquant, ouais. Et c'est choquant parce que tu peux dire, mais c'est pas possible, je peux très bien être entouré de gens riches et ne pas l'être, ou l'inverse, avoir que des potes moyens et moi être excessif. Mais en fait, la vérité, c'est que non. Parce que à la fin des fins, tu vas être. Des gens qui vont rester autour de toi vont être les gens qui te ressemblent le plus, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes problèmes que toi, qui ont les mêmes soucis quotidiens, etc. que toi. Et donc, tu vas attirer des gens qui vont te ressembler le plus possible. Et toi-même, tu vas, de la même manière, être complètement influencé par les gens autour de toi, par leurs problématiques, leur vision du monde, etc. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a des gens qui ont un état d'esprit figé, un état d'esprit de croissance. Ça veut dire aussi que si 5 de tes potes les plus proches sont complètement figés, c'est impossible pour toi d'être le plus flexible au monde parce que tu vas être complètement influencé par eux. Et d'ailleurs, il y avait une étude qui parle des revenus qui disait que si tu vas t'asseoir, c'est même pas ton pote ou ton entourage. Oui, je vois c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais, celle-là, elle est folle. C'est que tu bosses dans une boîte et tu vas t'asseoir à côté du mec le plus productif de la boîte. Juste, tu t'assois, tu peux parler même pas en fait. Juste, tu es assis à côté de lui. Et il y a cette énergie qui va être contagieuse, qui va faire que tu es 30% plus productif. Et c'est des études que si tu étais assis de manière aléatoire ailleurs. Ou plus loin. Beaucoup plus loin, exactement. Et ça marche dans l'autre sens, parce que si tu es assis avec les mecs les plus feignasses de toute la boîte, même avec la meilleure volonté du monde, tu vas petit à petit baisser en productivité. Alors même que tu vas pas manger avec lui, que tu ne fais pas du sport avec lui, etc. Tu vois. Donc, quand on sait ça, je pense que ça change beaucoup la façon dont on va passer son temps, la façon dont on traîne avec certains ou pas. Et on est vraiment la moyenne, mais même en chiffres, on est la moyenne des gens autour de nous, en fait. Oui, je pense qu'il y a une histoire d'inspiration, d'émulation quand c'est dans le cercle d'entreprise. Et moi, je me rappelle qu'on avait une discussion à ce sujet-là il y a quelques temps, où on se disait... parce que la première réaction qu'on a sur ces sujets-là, c'est de se dire « Ah, c'est dégueulasse, les gens changent, ils tournent le dos à leurs anciens amis et tout. » Mais en fait, c'est même pas volontaire, c'est juste l'évolution. Je crois c'est Snoop Dogg qui a raconté ça sur les réseaux, qui disait j'ai compris que pour grandir, à un moment, il fallait vraiment s'éloigner des influences des gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit que moi, qui n'ont pas envie de grandir. Et tu me donnais un exemple très simple et très concret, c'est l'organisation des vacances. C'est-à-dire que quand tu as des potes qui n'ont pas les mêmes contraintes de vacances, pas les mêmes budgets, pas les mêmes ambitions ou autres, c'est là où tu vois qu'il commence à y avoir un peu des distances qui se créent, où c'est plus difficile et c'est plus facile d'aller avec des gens qui ont... et on dit ça vraiment sans jugement de valeur ou autre, mais c'est juste une réalité. Oui. Il y a énormément de choses qui font que ton milieu commence à se filtrer quand tu réussis plus que ton entourage, parce que tu vas pas pouvoir fréquenter les mêmes endroits qu'eux, ou eux peuvent pas fréquenter les mêmes endroits que toi. Les vacances, tu vas pas pouvoir aller avec eux parce que tu vas certainement chercher des standards plus élevés dans les vacances, en hôtel, en trucs. Eux peuvent pas suivre, donc tu vas commencer à aller en vacances avec des gens qui ont le même niveau de vie que toi, et de temps en temps aller avec tes potes dans un standing plus bas. Mais c'est sûr qu'il y a des effets comme... Tu vois, cette histoire de... Les gens qui ont été les... Il y a une génération d'humoristes français qui venaient tous de la même banlieue. C'est laquelle ? C'est Trapp, peut-être, 78 ? C'est Trapp, tu vois. C'est bizarre que la plupart des acteurs / comédiens qui ont réussi dans cette génération de H, c'était une génération quasiment de la même banlieue. Donc en fait, ça ne veut pas dire que les gens dans cette banlieue sont beaucoup plus marrants que talentueux. C'est juste qu'il y a eu un ou deux qui sont venus, ils ont inspiré 3-4 autres personnes. Les gens se sont dit c'est possible dans cette banlieue-là, et au final, ils se sont tous tirés vers le haut, en fait, tu vois. Alors qu'autour de ça, il y a tellement d'autres banlieues qui regorgent de talent, mais qui n'ont pas eu cette influence, cet entourage, tu vois. Moi, j'ai un autre exemple dans le même genre qui me vient en tête. Les gens ne le connaîtront peut-être pas, mais la ville du Havre,
il y a le rappeur Medine qui en vient. Et en fait, ils sont tout un entourage. Ils étaient tout un entourage là-bas. Il y en a un qui est devenu le patron de la plus grosse maison de disques à l'heure actuelle. Il y en a un qui est devenu tête d'affiche de la comédie musicale La Haine qui joue en ce moment. Il y en a un qui est devenu un auteur de manga à succès. Un autre qui est devenu un gros humoriste de stand-up. Et en fait, c'était une bande d'une dizaine de mecs qui traînent ensemble. Et il y a une espèce d'émulation. Et on voit souvent qu'il suffit que une ou deux personnes talentueuses, intelligentes dans un entourage, ça peut vraiment dynamiser tout le monde, quoi. Oui. Et justement, ça peut être aussi une... parce que là, on voit une personne qui... Dans ton exemple, c'est une personne avec des autres qui peut-être peuvent être ralentis. Et au contraire, ce qu'on voit aussi, c'est quand il y a 3 ou 4 personnes qui réussissent, ça motive les autres à se dire c'est possible, mes potes y arrivent, donc tu as envie d'être la 5e personne positive de l'entourage, quoi, plutôt qu'être la première à rester sur le carreau. C'est l'exemple de PayPal, parce que PayPal, dans les 10 qui ont construit PayPal, quand ils ont fini et qu'ils ont vendu, t'en as un, c'est Elon Musk, c'est devenu Elon Musk, donc Tesla, etc. Peter Thiel aussi. T'as Peter Thiel, qui est aujourd'hui un fondateur d'une boîte cotée en bourse. T'as le fondateur de LinkedIn. T'as le fondateur de YouTube aussi, les deux qui sortent de PayPal aussi. Et en fait, ça a créé ce qu'on appelle la mafia PayPal. Ouais, exactement ce que j'ai dit. Et qui a créé plein des meilleures boîtes de la Silicon Valley. Donc, du coup, il y a ce moment dans la vie où, quand tu commences à réussir, à prendre des décisions différentes de ton entourage, il y a un passage où tu vas être un peu seul. Parce qu'il y a un passage où tous les gens qui ont été avec toi, tu commences à être très différent d'eux, ils ne comprennent pas ce que tu fais, ils commencent à te juger, ils commencent à peut-être te prendre pour un peu un hautain ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a un passage à vide avant de trouver ton nouvel entourage où tu t'épanouis parce qu'il te ressemble. Tu vas commencer à te lâcher ou un peu isolé de ton entourage d'avant. C'est normal, ça arrive tout le temps, c'est une étape que tout le monde traverse en fait. Et ça rejoint ce qu'on dit aussi sur la récompense différée. C'est qu'il y a un moment où tu vas souffrir avant de pouvoir respirer un peu plus. Ouais. Dans ces passages à vide, tu viens d'évoquer, c'est des passages à vide qui sont récurrents dans des étapes de la vie, dans les moments où on grandit. Et justement, il y a aussi une règle importante qui vaut à la fois dans les affaires, mais qui vaut aussi dans la construction de la carrière et la mentalité. C'est la loi de l'accumulation. C'est vrai que la loi d'accumulation, on en parle beaucoup d'un point de vue financier pur. Chez les investisseurs, c'est un concept très connu. Mais je trouve qu'il est encore plus intéressant dans la vraie vie, au-delà de juste les investissements financiers. Et en fait, la théorie, elle dit que toutes les actions que tu fais quotidiennement pèsent quand tu les cumules. C'est-à-dire que si toutes les bonnes actions vont se mettre dans une balance... C'est presque un concept religieux aussi. Oui. C'est certainement un concept religieux aussi, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a même les deux balances, le concept religieux, c'est le même. Tout ce que tu vas faire quand tu vas bien manger, quand tu vas bien dormir, quand tu vas te reposer, quand tu vas passer du temps avec des gens intéressants, etc., tout ça va s'accumuler sur cette balance positive et va peser et s'accumuler avec le temps. Et plus tu le fais, plus tes chances de réussite dans la vie vont s'accentuer. Et de l'autre côté, tout le temps que tu vas passer à scroller, à mal manger, à ne pas dormir comme il faut, à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, ou en traînant avec des gens qui sont vraiment dans le côté négatif. Tout ça, c'est des points négatifs qui vont s'accumuler de l'autre côté de la balance. Et en gros, c'est très simple. Pour réussir, il suffit d'accumuler des points positifs. Tu vois, genre, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, c'est surtout ça, quoi. Et si tu veux ne pas réussir, en gros, tu accumules des points négatifs. C'est très simple, mais c'est hyper puissant parce que quand tu le sais, tu sais que chaque action de ton quotidien va compter. Tu ne dis pas juste non, mais ce que je fais aujourd'hui, de toute façon, j'ai rien fait d'exceptionnel, etc. Certes, mais si tu as fait que des bonnes actions, entre guillemets, pour toi, au moins ça va s'accumuler. Tu as déjà fait une partie du job, en fait, tu vois. Et souvent, les gens pensent que c'est une seule grosse décision dans ta vie qui va tout changer, qu'il faut attendre le moment où ça arrive, que tu attends de rencontrer la bonne personne ou l'investisseur qui va croire en toi. Mais avant ça, toutes les actions que tu as faites pour arriver à ce moment-là vont peser quand tu rencontres ce mec, tu vois. Et si tu as fait énormément de bonnes actions, entre guillemets, le jour où ce mec arrive par hasard, par miracle, tu vas être prêt, tu vas être frais, tu vas avoir les bonnes choses à dire, tu vas avoir une bonne réputation. Tu vas avoir une bonne réputation. Il va peut-être entendre parler de toi via des amis parce que tu as passé du temps avec eux et ils ont dit du bien de toi. Et donc, toute cette accumulation va s'exprimer. Mais ce truc-là, s'il arrive et que tu n'as pas fait toutes ces accumulations, en fait, tu vas juste le rater. Donc, la chance, tu l'auras mis sur ton passage, ce mec, qui va peut-être changer ta vie, mais toi, tu ne seras pas prêt. C'est pour ça qu'on dit,
la chance favorise ceux qui sont préparés. C'est-à-dire, elle se provoque et elle est là pour tout le monde, mais c'est juste qu'il y a des gens qui sont préparés et des gens qui ne le sont pas. C'est marrant, hier, je lisais un truc sur ça de Jeff Bezos qui appelle ça le second order thinking, c'est-à-dire la pensée de second plan, second degré, voilà, Ouais. de second degré, et qui en fait de dire tout ce qu'on fait, il faut avoir vraiment une vision à long terme. Et justement, sur ce que tu disais sur l'hygiène de vie, que ce soit le sommeil, la nutrition, le sport ou autre, qui sont des concepts aussi très classiques, mais auxquels on ne réfléchit pas assez, c'est de se dire, ben voilà, un petit bonbon aujourd'hui ou une petite pause, ben en fait, si tu le fais, ça s'accumule et au final, ça prend Ça a des effets de négatif, second, ouais. troisième degré, etc. Ouais. Oui, exact. C'est comme dire que le sport, c'est juste... si je vais tout le temps au sport, bah, le résultat du premier degré, c'est bah, je vais être en meilleure santé, tu vois. Mais en fait, tu as des résultats d'autres, deuxième, troisième degré, qui viendront en cascade. C'est que tu vas apprendre à te discipliner. Donc, cette discipline va te servir sur beaucoup d'autres choses. Tu vas éviter de perdre du temps sur des trucs qui sont pas intéressants, qui peuvent te couler, parce que sinon, tu vas passer du temps avec des gens ou qui ont juste du loisir facile, en fait, tu vois. Tu vas peut-être, en faisant du sport, tu vas être plus frais et donc tes idées le lendemain seront plus claires dans ton boulot, etc. Et donc tous ces effets vont être en cascade, tu vois. Et c'est ça le deuxième degré. Et donc lui, il dit que les gens souvent réfléchissent que sur le résultat immédiat et ils voient pas en fait tout ce qui peut s'enclencher de ça, en fait, tu vois. On en revient à ça encore. Là encore, c'est toujours vraiment la vision à long terme et les efforts constants et la discipline. Là, on vient de parler d'accumulation de mauvaises habitudes qui sont très difficiles à éradiquer. Toi, est-ce que tu as des conseils justement pour se débarrasser de ça? Une mauvaise habitude peut avoir énormément de répercussions dans la vie à cause de cet effet d'accumulation. Parce que même si c'est un petit truc tous les jours, à force sur la longue, ça s'accumule et ça a un effet énorme. Et en fait, les techniques qui marchent le mieux pour changer une habitude qui est mauvaise ou installer une nouvelle habitude, c'est des techniques qui vont imposer une sorte de changement de personnalité, tu vois. Il y a une expérience qui a été faite sur des accros à la drogue aux États-Unis. Et donc, ils ont essayé plein de techniques. Et en fait, ils ont remarqué que le programme de rehab, donc comment tu dis en français? De désintoxication. Ouais, de désintoxication, marchait beaucoup plus sur certains types de gens qui étaient les soldats américains qui revenaient du Vietnam. Donc, en fait, ils faisaient partie de programmes de désintox et c'était les seuls sur lesquels ça marchait et l'habitude ne se réinstallait pas. Donc, à la fin de la désintox, tout le monde rechutait au bout d'un certain moment. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait justement pour... En fait, ils ont essayé de comprendre pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Et en fait, ce qu'ils ont de plus commun, c'est juste qu'ils ont complètement changé d'environnement. Ils sont venus d'un environnement de guerre où ils ont passé des mois et des mois et des mois, où ils ont attrapé cette dépendance. Et une fois qu'ils sont revenus aux États-Unis, comme tout leur monde a changé, les gens qu'ils voient tous les jours, l'ambiance, la maison dans laquelle ils habitent, la température, le climat, etc., bah en fait, l'addiction, elle était liée à un certain environnement. Comme ils l'ont radicalement changé, ils avaient complètement détaché leur personne de cette addiction-là. Et donc, c'est pour ça que les gens parfois te disent je dois changer d'environnement parce que je dois couper avec mes anciennes idées, etc. Parce que l'endroit où tu vis a accumulé plein d'idées, etc., sur lesquelles qui vont rester parce qu'ils se sont ancrés à cet endroit-là. Parfois, tu as envie, par exemple, tu te sens plus productif dans un café que dans un bureau. Parce que peut-être que dans le bureau, il y a une certaine ambiance qui ne te laisse pas. Ou après une rupture dans un couple, de partir de la maison. Qui changent de coupe de cheveux ou que sais-je, tu vois. Et en fait, du coup, une des techniques les plus puissantes pour changer d'habitude, c'est de te mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, tu vois. Quand quelqu'un, par exemple, te propose une cigarette alors que tu veux ne pas être fumeur, au lieu de dire non merci, j'essaie d'arrêter de fumer, tu vas dire non merci, je ne suis pas fumeur. Et donc, tu dois jouer le rôle, tu dois emprunter, donc s'il y a un personnage connu ou qui a la personnalité que tu veux, tu dois vraiment essayer de te mettre à sa place et dire qu'est-ce qu'il aurait fait là, en fait. Et en faisant ça, tu vas reprogrammer ton cerveau et tu vas petit à petit devenir comme cette personnalité. Cette technique est très très puissante parce que parfois, quand tu es face à une décision très difficile, beaucoup de gens connus utilisent cette technique, tu vas te dire, ok, c'est quoi les mecs qui sont vers lesquels je veux tendre, les personnalités qui sont les plus puissantes, qui m'inspirent, qui sont des rôles modèles pour moi. Et en fait, tu les gardes toujours en tête et ensuite, tu les imagines dans cette situation-là.
où tu t'imagines toi avec eux et tu les confrontes à cette situation. Donc si c'est un gros entrepreneur qui est vraiment un idole pour toi, tu vas te dire à ma place, il aurait fait quoi? Et donc si tu essaies de prendre sa personnalité-là, tu vas prendre des décisions différentes de ce que tu as l'habitude de prendre. Et c'est comme ça que tu peux combattre petit à petit toutes les mauvaises habitudes qui font que tu accumules des mauvaises choses tous les jours, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que là, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut que les gens, c'est pas qu'ils se mentent à eux-mêmes, mais qu'ils se créent une réalité alternative, un personnage. Et ce que tu dis aussi, il y a aussi une des discussions qu'on a eues où tu dis que le principal problème qu'ont les gens, c'est justement qu'ils se mentent à eux-mêmes, notamment dans leurs objectifs, leurs envies. Tu dis un des gros freins, c'est que les gens rêvent de faire des choses, mais ils ne se fixent pas la discipline de le faire eux-mêmes. Et tu avais des exemples par rapport à ça. Ouais. Ce qui me frappe le plus, c'est que la plupart des gens, si leur boss leur dit « tu viens demain à 9h », ils viennent demain à 9h. Si leur boss leur dit « tu fais ci, tu fais ça », ils vont le faire. Mais ensuite, quand c'est eux qui se demandent à eux-mêmes de faire quelque chose, quand ils se disent « je veux lancer cette boîte, je veux faire ce business-là », ils vont procrastiner. Donc quelque part, ils ont plus de respect pour la demande de leur boss, quelque part, que pour leur propre demande. C'est terrible parce que ça veut dire que la majorité des gens travaillent en plus de facilité à réaliser le rêve ou les objectifs de leur boss que le rêve et leur objectif à eux. Il y a aussi une phrase que les gens répètent souvent qui est moi, je ne suis pas travailler pour un patron. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être mon propre boss. Je ne suis pas travailler pour un patron. Et toi, tu as des remarques aussi par rapport à ça? Les gens qui travaillent pour un patron, donc dans un salaire, dans un CDI, qui ont un salaire, etc., ont l'impression, disent tous, moi je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, je veux travailler pour moi-même, etc., etc. Mais ce qu'ils voient pas, c'est l'autre côté de la pièce, c'est que quand toi tu sors à 18h30 et tu rentres chez toi, ta journée de travail est finie. Tu es complètement disponible pour ta vie perso, pour ce que tu veux réaliser, pour ta famille, etc. Alors que ton patron, lui, porte la charge de sa boîte bien après 18h, tu vois, quand il va rentrer chez lui à 19h ou à n'importe quelle heure, il va continuer à rester absorbé par sa boîte. Il va avoir toujours un peu de stress, il va réfléchir à ce qu'il doit faire pour demain, il doit anticiper les moments où il n'y a plus de clients, peut-être qu'il doit commencer à chercher des clients en avance pour ne pas tomber dans ce problème-là. Il va se dire, j'ai des salaires à payer à la fin du mois, donc est-ce que j'ai assez de trésorerie? Est-ce que l'argent qu'on a sur le compte suffit par rapport à tout ce qu'on doit sortir comme argent et par rapport à ce qui rentre? Et en fait, ce stress-là, quand tu es salarié, tu ne peux pas le vivre. Tu ne peux le vivre que quand tu as vraiment lancé ta boîte et que tu es responsable de toute une organisation. Et c'est très 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 rare que les salariés sentent ce stress-là. Et ça, les gens ne le voient pas quand ils disent « j'ai envie de travailler pour moi-même ». Et je pense que c'est pour ça qu'on disait dans un ancien épisode que tout le monde devrait au moins essayer d'être entrepreneur. Ça lui permet de voir s'il est fait pour ou s'il devrait être très content et heureux d'être dans un métier où il est tranquille et que la charge mentale et le stress est sur quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut garder en tête que souvent, il faut s'estimer heureux de sa situation quand même. Aujourd'hui, comme beaucoup de gens qui nous regardent, si tu as un toit, si tu manges tout le temps, si tu as des vêtements, tu as un peu d'argent pour tes loisirs, pour aller au cinéma, etc., tu es déjà dans le top 10% les plus riches au monde. Même peut-être plus. Et d'ailleurs, si tu es en France et du coup tu as la sécurité sociale, donc les soins sont offerts, tu as du chômage si tu arrêtes de bosser, tu n'es même pas dans les 5%, t'es peut-être plus que dans les 5% mondiales, tu vois. Donc déjà, il faut commencer par s'estimer, par valoriser à la juste valeur ce que tu as déjà. Donc à partir de là, en fait, tu n'as aucune excuse, tu as toutes les cartes en main, tu as aussi tout le savoir qu'il y a sur Internet, sur YouTube, qui te permet de te bâtir toi-même et de te former sur là où tu n'as pas encore été formé. Et donc, tu n'as plus vraiment d'excuses, tu peux vraiment commencer à bâtir ce que tu dois construire pour réussir ta vie et tu es mieux placé que 98% des gens dans cette planète, quoi. Merci beaucoup. Il va falloir du temps un peu pour digérer toutes ces infos. Mettez-nous en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, s'il y a des épisodes sur lesquels vous voulez qu'on revienne.
Je sais que le premier épisode sur les ventes, il y a régulièrement des gens qui me demandent de traiter encore des cas de vente très particuliers dans certaines industries ou d'autres techniques. N'hésitez pas, on est là. Rassem, merci beaucoup. Merci Anthony. Et puis à très vite. Yes.